Salut tout le monde et bienvenue dans Le Trail qu'on aime pour un épisode hors série qui s'annonce passionnant. Je suis Mathieu Delpech et aujourd'hui on vous emmène découvrir les coulisses d'un projet qui façonne le futur du trail français, le Brooks Trail Project. C'est une structure de formation qui accompagne les jeunes talents vers le haut niveau, mais pas seulement. Ce projet cherche surtout à leur donner les clés pour durer, s'épanouir et construire leur propre voie dans le sport. Cet épisode est réalisé en partenariat avec Brooks, marque qui soutient le podcast pour son développement cette saison et qui nous avait notamment permis de faire un épisode en live à Chamonix pendant la semaine UTMB. Et aujourd'hui, grâce à eux, on va pouvoir aller explorer de nouveaux sujets qui méritent qu'on s'y penche. On va parler de formation, de passion, de transmission, bref, de tout ce qui fait qu'on aime ce sport et qu'on veut le voir grandir. Pour ça, on aura deux invités qui incarnent parfaitement cette philosophie. Simon Fischer, entraîneur du Brooks Trail Project, très pointu dans la science de l'entraînement et notamment l'accompagnement des jeunes, et aussi Émilien Jacquelin, 5 fois champion du monde de biathlon, en préparation pour cette saison olympique et parrain du projet. Lui qui pratique aussi le trail, croit profondément à la force du collectif et à la transmission des valeurs du sport. Un échange riche, sincère et inspirant, je l'espère, qui devrait vous apprendre beaucoup sur l'accompagnement des jeunes et les parallèles entre le biathlon et le trail. On vous souhaite à tous et toutes une bonne écoute et on se retrouve tout de suite pour le premier entretien avec Simon. Salut Simon, ravi de te recevoir dans cet épisode hors série. Avant de parler du projet global, on te connaît aussi comme entraîneur, formateur et t'as toi-même quand même un passé de sportif. Est-ce que tu peux nous raconter globalement ton parcours, ta formation pro, tes influences aussi peut-être dans le coaching, que les auditeurs se rendent compte un petit peu qui tu es, et est-ce que tu as des projets encore sportifs personnels en ce moment? Salut Mathieu et puis salut tout le monde. Alors moi je viens d'un sport qui a un peu rien à voir, je viens de la gym, j'ai fait 10 ans de gym. Au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre d'être enfermé. J'ai rejoint le club de ski de fond chez moi à Pontarlier. J'ai fait du ski de fond et ensuite naturellement, parce que ça fait partie de l'entraînement du ski de fond, j'ai commencé le trail et le triathlon un peu à la même époque, parce que je pense que depuis tout petit, je suis plus, j'aime plus l'entraînement que la compétition. Du coup, voilà pourquoi le triathlon et le trail, parce que ça faisait partie de l'entraînement du ski. À peu près, c'est à la période où je suis rentré en licence à Besançon, en licence entraînement sportif en STAPS. Et la première année du coup de trail, que ça a bien marché pour moi. J'ai eu l'occasion de rentrer dans un team jeune, donc la structure BFOCA Les Saisies à l'époque. Voilà, j'ai rejoint la même année que des gens comme Sylvain Cachard, Clémentine Geoffrey. Il y avait Léandre Santin qui était là aussi depuis une année. Pendant mes années licence, j'ai passé mon DE de moniteur de ski nordique et ensuite j'ai fait un master STAPS entraînement et optimisation de la performance sportive. Et là, je me suis délocalisé du côté de Font-Romeu. À la suite de ce master, j'ai été entraîneur de ski. Donc là, je suis retourné dans mon club formateur à Pontarlier. J'ai fait ça 2 ans et ça a été la fin de mes années trail au sein de BFOCA Les Saisies. Donc je suis retourné au triathlon en perso comme ça, mais avec des objectifs donc de mon côté. Et au bout de 2 ans d'entraîneur de ski, donc il y a eu la période Covid, voilà, et je me suis relancé dans une formation de kiné. Donc là, après 4 ans de formation kiné, j'ai été diplômé cet été. Donc là, je bosse, j'ai mon cabinet. Et de mon côté, du coup, je reprends un petit peu le triathlon et le trail. Et avant de finir ma formation kiné, il y a le Brooks Trail Project qui m'a contacté pour travailler en collaboration avec Pascal Balducci, et très vite je me suis retrouvé du coup entraîneur principal de la structure. Ok, bon, on voit que tu as un parcours vraiment pluridisciplinaire, que ce soit dans tes disciplines que tu as pratiquées ou dans le coaching et dans la formation que tu as eu aussi. J'aurais dû me douter que tu avais fait de la gym, parce que quand en 2017 on bataillait au championnat de France de trail à Gérardmer dans les Vosges et que tu m'avais fait un magnifique front flip pour éviter un caillou, j'aurais dû me douter que tu avais un passif de gymnaste. Et voilà, maintenant je pense que les auditeurs connaissent un petit peu mieux ton profil et tes expériences globales. On va pouvoir rentrer un petit peu dans le vif du sujet et parler du Brooks Trail Project. Quelle a été la genèse du projet? Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la structure dans sa globalité et dans sa naissance? Donc c'est un projet qui est né il y a 10 ans à la base. Donc du coup c'était Sébastien Joanneau et Pascal Balducci qui étaient à la base du projet, et ils ont été très vite rejoints par Jérémy Chapuis. Donc aujourd'hui il y a toujours Sébastien et Jérémy qui sont là. Malheureusement Pascal nous a quittés. Donc moi, de par mon passé dans le team BFOCA et par de ce poste aussi, j'ai un peu un héritage de ce que faisait Pascal. Il a fait énormément pour les jeunes et pour cette structure là. Donc ça a été un héritage un peu lourd, parce que voilà, il fallait
fallait être un peu à la hauteur, mais voilà, c'est aussi une petite occasion pour moi de leur remercier parce que si le projet a grandi aujourd'hui, c'est aussi beaucoup, le projet lui doit beaucoup. Et toi, du coup, toi aussi, t'es passé un petit peu par ces teams jeunes, par ces structures qui sont destinées un peu aux ados qui ont envie de faire de la performance. Et concrètement, désormais dans le Brooks Trail Project, quand un jeune athlète intègre le team, à quoi ressemble son accompagnement? Est-ce que c'est différent de ce que toi t'avais connu quand t'étais plus jeune? L'accompagnement aujourd'hui au Brooks Trail Project, il y a vraiment tout un staff qui gravite autour des jeunes. Il y a déjà Sébastien Joanneau qui est manager. Donc il y a Jérémy Chapuis qui est coordinateur sportif. Il y a moi qui suis entraîneur, du coup unique entraîneur. Il y a quelqu'un qui s'occupe du côté nutrition. Donc ça c'est Alice Lévesque. On a un référent médical avec Fabien Pillard qui est du côté de Toulouse et qui a aussi un petit peu référent scientifique parce qu'il est impliqué dans le Krebs de Toulouse et il est là-dedans. Par le passé, il y a eu des préparateurs physiques qui sont venus. Donc voilà, il y a vraiment tout ce staff. Et nous, à l'époque, il y avait vraiment, il y avait Fred Bousseau qui était manager, qui est toujours manager, et il y avait des entraîneurs. Et ensuite, par son réseau, si on avait besoin, il pouvait nous rediriger, mais c'était pas forcément toutes ces choses-là qu'on a en plus dans le BTP n'étaient pas forcément proposées, on va dire, systématiquement. J'ai oublié de dire qu'il y a aussi Jérémy Chapuis, du coup, qui est formé en préparation mentale, pardon. Du coup, il propose ça à certains jeunes. Et la particularité du Brooks Trail Project, c'est vraiment que les jeunes, on les prend en cadet, donc à 15 ans. Donc à 15 ans, t'as pas la même maturité physique et mentale que quelqu'un qui arrive en espoir, comme c'était le cas chez Bufoka, les saisies. Et du coup, voilà, du coup, nous, on leur rapporte des choses et on les aide à construire leur projet. Alors qu'avec le recul, je pense que nous, à l'époque, quand on arrivait dans la structure, on avait déjà un projet et c'était une aide qui venait ensuite. Mais en cadet, t'as pas vraiment de projet. Des fois, tu sais pas ce que tu vas faire la semaine d'après. Alors, ce que tu vas faire dans 10 ans, c'est un peu compliqué. Donc, nous, l'idée, c'est de les aider à construire ça petit à petit. Donc, c'est de leur fournir des trucs, de leur faire essayer aussi des choses, qui voient les choses et petit à petit qui prennent en main ce qui leur convient, ce qui leur convient pas, pourquoi ça leur convient pas, les aider à réfléchir là-dessus pour en fait à la base de quelque chose qui est très très structuré, très accompagné et petit à petit que ça les émancipe et que ça les autonomise. Voilà, c'est un peu l'idée et puis peut-être les différences entre ces deux structures-là. Et on voit qu'il y a vraiment un encadrement, un environnement humain qui est hyper complet pour ces jeunes. Toi, est-ce que tu peux nous définir vraiment ton rôle d'entraîneur? Ça va de où à où ton rôle et tes missions? Tu fais vraiment juste la planification ou tu fais aussi sur les entraînements, sur les compétitions? Et concrètement, quand un jeune y rentre, en plus de toutes ces personnes ressources, est-ce qu'il a une dotation matérielle? Comment ça se passe? Vous faites des stages, des regroupements sur les compétitions? Alors pour ce qui est de moi, mes missions, donc en tant qu'entraîneur, du coup, c'est avec Jérémy, coordinateur sportif. On prend un temps de discussion plus ou moins long, souvent plutôt long, pour vraiment cadrer la saison à venir. Et tous les ans, on en profite d'ailleurs pour faire un point sur la saison, sur les objectifs à court terme, donc court terme suivant où ils en sont dans la structure, mais c'est plutôt la sortie de la structure, ou quel athlète ils veulent être quand ils sortiront de la structure, et la vision à long terme. Donc là, on se projette encore plus loin, c'est quels athlètes ils veulent être à leur maturité de leur carrière. Donc ça, on en profite pour faire les points tous les ans. Donc ça, je suis impliqué là-dedans. Et ensuite, je construis le programme, les entraînements, les semaines. À savoir qu'il y a des jeunes qui sont... on n'a pas vraiment de jeunes en double projet sur 2 sports. Mais on a des jeunes du coup qui sont encore impliqués dans leur club d'athlètes, surtout s'ils sont encore au lycée. Ils peuvent être soit dans des sports-études ou encore dans des clubs. Donc nous, on les sort pas de ça. Ce qui se passe, c'est souvent que c'est pendant la période hivernale, comme à cet âge-là, c'est quand même souvent la période où on va travailler de la vitesse par les crosses, par les séances sur piste. En fait, moi, je leur demande soit eux directement de vraiment me communiquer quelles séances ils font, de me faire des retours sur ces séances-là. Parfois, je prends contact aussi avec les entraîneurs pour qu'ils puissent continuer à faire ces séances-là, parce que j'estime que
que d'une part souvent c'est des séances qui sont faites en groupe, donc eux faut pas les couper non plus de ça, et puis que voilà, s'ils font une séance VMA au club, moi je leur aurais mis une séance VMA même si ça tombe pas le même jour, même si moi j'aurais mis une répétition de plus, une répétition de moins. On est dans le détail et je pense que c'est bien aussi qu'ils gardent ce pied-là. Donc je suis entraîneur, voilà, je délègue aussi des fois au club encore. Et après voilà, on a des stages, on a plusieurs stages dans l'année et les week-ends de course donc les stages je suis là tout le temps et les week-ends de course, donc là ça dépend, on se répartit un peu le programme de course, mais on est toujours au moins 2 personnes du staff sur les courses. Et donc là, ça va un petit peu plus loin que le rôle d'entraîneur sur ces week-ends-là. On s'occupe un petit peu de tout, quoi, comme quand on emmène des jeunes en course, quoi. Il faut tout gérer. Et au niveau des aides, dotations ou financières, les jeunes, ils reçoivent quoi concrètement pour utiliser pendant leur pratique? Alors, les jeunes, ils ont des dotations en chaussures et tout ce qui est chaussures et vêtements de sport, quoi, pour faire leur pratique. Au-delà de ça, sur les grosses courses, donc leurs courses objectives, les objectifs, les transports sont pris en commun, les dossards, et du coup, dans tout ce qui est accompagnement, ben voilà, c'est pris en charge aussi par la structure, tout ce qui est à côté. Parfait, je pense que on commence à avoir une bonne vision globale de ce qu'est le projet. J'ai compris que le développement long terme, l'accompagnement, c'était au cœur du projet. Est-ce que tu peux nous donner une petite sélection des meilleurs résultats sportifs des athlètes cette année? Est-ce que ça fonctionne? Alors oui, cette année, on a eu 4 sélections en équipe de France. Donc on a eu Rémi qui est allé en équipe de France cadet, qui a fait une manche de Coupe du Monde en Slovénie. Ensuite, on a eu Oscar, donc qui a été médaillé au championnat de France de course en montagne, et ça lui a donné une sélection en équipe de France de course en montagne du côté de Canfranc en catégorie junior. Il a eu également une sélection en équipe de France de skyrunning, donc il a fait la Coupe du Monde qui était en Italie, à Gran Sasso. Et enfin, on a Jules Barriot, donc pareil, qui a fait premier espoir de course en montagne au championnat de France et qui du coup s'est également qualifié pour les championnats du monde à Canfranc pour la course en montagne senior. Solide, solide. Je te propose qu'on passe maintenant un petit peu plus sur la partie entraînement Je te propose qu'on passe maintenant sur la partie entraînement et l'encadrement physique qui est vraiment ton rôle dans la structure chez les jeunes. Tu travailles avec des jeunes athlètes entre 15 et 21-22 ans. C'est une période clé dans leur développement. Toi, quelle est ta philosophie globale d'entraînement pour des jeunes de cet âge-là? Ma philosophie, elle repose déjà sur un lien de confiance avec les athlètes. Confiance, c'est vraiment important pour pouvoir que quand on communique, qui est vraiment de la transparence pour en fait que je puisse comprendre le fonctionnement global de eux, comment ils sont en tant qu'athlètes, mais en tant que personnes. Donc ça va un petit peu plus loin pour comprendre leur environnement, qui sont leurs amis à l'école, qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils font, tout ça. Parce que voilà, le cœur de l'entraînement, c'est quand même la gestion de la charge. Et au-delà de la charge d'entraînement, c'est un peu la charge globale. Donc c'est vrai que moi j'ai une philosophie. Même si j'ai vraiment une appétence pour la physiologie à la base. En fait, je me rends compte que c'est trop restrictif si on s'implique que là-dedans. Et aujourd'hui, je m'en détache. Enfin, c'est pas que je m'en détache, mais que en tout cas, je m'ouvre à plus de choses globalement. Donc, par exemple, moi, je suis pas vraiment l'entraîneur qui va beaucoup regarder leurs graphiques, qui va beaucoup leur donner des datas. Si tu regardes les graphiques de charge de mes athlètes, tu vas te dire on comprend rien, il y a aucun, c'est pas structuré, parce qu'en fait voilà, en communiquant avec eux, avec comment ils vont à l'école, comment ils vont avec leur socialement, comment ils vont dans leur famille, tout ça, moi j'intègre ça dans la charge et des fois une heure d'entraînement une semaine, moi j'estime que une heure d'entraînement la semaine prochaine, en fonction de tout ça, en fonction de la météo des fois qu'il fait chez eux, en fonction de plein de choses, des évaluations qu'ils ont, des contrôles à l'école, ça va pas être la même heure d'entraînement. Donc si tu regardes purement ce qu'ils font à l'entraînement, ça n'a un peu aucun sens, mais parce que moi j'essaie d'avoir cette globalité, et donc ça repose sur de la communication, parce que les montres enregistrent plein de choses, mais elles n'enregistrent pas ça.
Et sinon, donc ça, en gros, c'est pas très spécifique aux jeunes. Hein. Je pense que ça, c'est une philosophie plutôt plus globale de l'entraînement. Par rapport aux jeunes, moi, j'estime que les premiers leviers le premier levier de progression, c'est d'être constant. Avant voilà, d'apporter de la précision et de l'optimisation dans tout, c'est déjà d'être constant, de répéter les entraînements, répéter les choses. Et la deuxième chose sur laquelle j'insiste souvent, c'est que eux, ils me demandent souvent d'en faire un peu plus que ce que je leur demande. Mais moi, j'aime bien me laisser des marges de progression. En fait, moi, je me dis que un jeune, tant qu'il progresse, je lui mets rien de nouveau. Parce qu'ils sont jeunes et parce que les leviers de progression, on les connaît. Hein, c'est augmenter le volume, le volume et les intensités. Mais je me dis, voilà, une fois qu'un jeune, il passe à s'entraîner 10 heures, à s'entraîner 12, il pourra pas revenir en arrière. Donc, suivant l'âge qu'il a, s'il se retrouve à 18 ans à faire déjà des énormes volumes d'entraînement, en fait, c'est des cartouches qu'il a déjà utilisées dans toute la caisse des outils qu'on peut utiliser pour la progression, et c'est quand même des cartouches assez précieuses. Donc moi, je leur donne, je pense, des charges qui sont assez faibles, mais tant que par juste le fait de répéter les choses, j'estime que ça progresse, je laisse faire. Et quand on pense qu'il y a des plateaux, donc soit qui sont mesurés avec les données d'entraînement, soit avec les données de compétition, soit avec eux, leur ressenti, que soit en compétition, soit à l'entraînement, ils se sentent pas progresser. Et là, j'actionne les leviers, donc soit du volume, soit changer les intensités, soit aller voir justement avec notre staff côté nutrition, soit côté préparation mentale. Voilà, on a tous ces outils-là, tous ces leviers à actionner. Mais moi, c'est un petit peu ma vision. Et quelle qualité tu cherches en priorité à développer chez eux, physique, mentale, humaine? Moi, j'aimerais bien qu'on se penche plutôt sur le côté physio. On dit beaucoup que quand on est jeune, il faut développer la vitesse, faut faire du travail à très haute intensité pour booster le haut du spectre. Est-ce que tu as un gros focus là-dessus ou concrètement sur les qualités développées, tu pointes quoi en priorité? Un jeune, en fait, je vais voir un petit peu comment il est déjà. C'est important de prendre en compte où il en est dans sa croissance et dans sa maturité physique. Parce qu'avant d'atteindre ton pic de croissance, en fait, il y a des choses qui font que un jeune, c'est pas un midi adulte. Donc, il y a un fonctionnement physique, physiologique du jeune et même mental qui est différent, donc à prendre en compte. Donc, par exemple, voilà, un jeune, tant qu'il n'a pas passé son pic de croissance, ça a été démontré dans la littérature qu'il va avoir un coût énergétique plus élevé. Donc ça vient du manque de maturité, par exemple nerveuse. Donc il va y avoir une coordination musculaire qui est pas encore mature, mais aussi au niveau de la maturation de ses musculaires, il va pas avoir les mêmes capacités pliométriques. Donc ces deux facteurs-là font que tu as un coût énergétique qui est plus élevé. Donc il va dépenser plus d'énergie lorsqu'il court, et ça c'est physiologique, quoi. Tu peux essayer de l'améliorer, mais il y aura toujours une différence. Donc tu sais que ce curseur-là, tant qu'il sera pas arrivé à maturation, tu pourras pas le pousser jusqu'au bout. Je parlais des facteurs mentaux. Un jeune, ça a généralement une perception des efforts de longue durée, donc qui est plus élevée. Et là, c'est au-delà de pouvoir le faire, quoi. Tu mets un jeune, tu lui fais courir 2 heures, il va te mettre une note de RPE pour la même fréquence cardiaque, pour des mêmes curseurs physio. Lui, mentalement, il va trouver ça plus dur. Donc ça à prendre en compte aussi dans la charge mentale de faire des longues sorties. Donc tu vas en mettre moins. Et sinon aussi d'un point de vue physiologique, ils ont des capacités de thermorégulation qui sont un petit peu différentes, surtout quand c'est en milieu chaud, et au niveau de la sudation. Donc voilà, l'été, c'est un petit peu aussi quelque chose à prendre en compte. On sait que pour eux, de faire tant qu'ils sont pas arrivés, c'est ça, au pic de croissance, faire des efforts longs, ça peut être un peu plus coûteux physiologiquement. Donc ça, c'est un peu les choses qui te font dire en tant qu'entraîneur, si mon jeune il est pas arrivé à terme de sa maturité de croissance, je vais pas lui faire des choses plus longues. Et si tu lui fais pas faire des choses longues, tu vas plutôt aller sur de la qualité. Et il y a des choses aussi qui ont été démontrées, qui te poussent à faire de la qualité avec des jeunes. Donc plutôt ce que tu disais, la vitesse, c'est que les jeunes, ils ont un bon métabolisme oxydatif.
Donc ça, au niveau de la typologie musculaire des fibres, ils ont des fibres, ils ont une prédominance de fibres de type 1, donc ils sont assez bons, voilà, sur le métabolisme oxydatif. Donc tu peux leur faire des efforts intermittents, de la VMA, PMA plutôt courte. Ils vont bien récupérer sur les fractions de récupération. Donc tu peux les envoyer sur des efforts assez intenses et courts. Et ils ont un meilleur ajustement aussi du métabolisme oxydatif en début d'exercice. Quand tu les mets sur des efforts courts intenses, ça va bien s'adapter. Ça, c'est une particularité aussi des jeunes. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui te font dire que ça sert à rien de les mettre trop tôt sur des efforts longs et peu intenses. Et il y a des choses qui disent, et en plus ils ont plutôt les choses pour être bons sur les efforts courts et intenses. Donc autant développer ça s'explique aussi. Et puis après, je pense qu'il y a le côté ludique aussi. Quand t'es jeune, généralement, c'est mieux. T'aimes bien faire la course, t'aimes bien partir vite, t'aimes bien ces trucs-là. Et donc c'est un petit peu lié. Généralement, t'as de l'appétence pour ce dans quoi t'es bon. Donc tu vois, c'est un petit peu la balle qui se renvoie. Donc moi, j'essaye d'aller un petit peu vers ça. Et du coup, j'en reviens à la communication. C'est vrai que du coup, c'est important d'écouter ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas. Et ça t'oriente déjà aussi. En plus de l'observation de où ils en sont dans leur croissance, de s'il est grand, s'il est développé musculairement, voilà, sans dire qu'on leur fait pas passer des radios ou des choses comme ça pour en voir où en est leur cartilage, hein. C'est vraiment de l'observation. Tu regardes les parents, si les parents ils sont grands, si les parents ils sont petits, du coup tu peux éventuellement jeter un regard à leur courbe de croissance, mais sans aller là-dedans, tu as déjà des indices qui disent bon, lui il a la maturité, lui il l'est pas encore. Et puis en fonction de ce qu'ils disent, t'as plein d'indices. Si t'as le temps, si tu prends le temps, si t'as le temps et qu'eux ils te disent les choses, quoi. Et est-ce que vous avez des jeunes qui arrivent et qui très tôt ont envie de faire la longue distance, ou au final, parce qu'on pourrait, enfin, vu que l'ultra est beaucoup plus médiatisé, que c'est ce qui prend la dominante un petit peu chez les adultes, est-ce que chez les jeunes il y a aussi un peu cette volonté d'aller vite sur les distances longues, ou est-ce que pas forcément? Et s'il y en a qui ont envie de faire des longues distances très tôt, quel discours vous leur tenez pour les motiver à pas griller les étapes? Alors, on en a qui ont envie, mais souvent c'est quand même plutôt dans leur. Je te parlais des projets à moyen long terme, donc c'est plutôt dans ces projets-là que ça vient. On en a très peu en cadet de toute façon qui nous disent qu'ils ont envie de faire du long dès les premières années, et de toute façon il y a une réglementation au niveau des courses. Un cadet peut pas faire toutes les distances qu'il veut, quoi. Il y a un calcul qui est fait avec la distance et le dénivelé, et un junior ne peut pas faire toutes les distances qu'il veut. Donc de toute façon ils sont un peu déjà limité au niveau fédéral. Voilà, il y a des règles. Donc de toute façon, quand bien même ils ont cette appétence-là, ils peuvent pas le faire. Et du coup, oui, l'ultra fait quand même rêver, hein. Quand on leur demande quelle course te fait rêver à 15 ans, voilà, les longues distances reviennent quand même assez souvent, mais pas chez tout le monde. Il y a quand même bien tout le monde il y a quand même bien des jeunes qui aussi regardent ce qui se fait sur des formats plus courts aussi, qui commencent à être médiatisés, ou ce que font d'autres qui sont passés, soit qui sont des jeunes qui sont passés par la structure, qui sont un peu les modèles aussi. Et voilà. Et nous, c'est vrai que quand on sélectionne, on regarde aussi quand on sélectionne les jeunes, on a un peu ce regard aussi sur ce qu'ils font déjà. Donc un jeune qui a envie de faire du long, c'est déjà un jeune aussi qui s'entraîne beaucoup. Donc c'est pas sans dire qu'on prend pas ces jeunes là, mais voilà, si on a l'impression qu'ils ont fait déjà beaucoup de choses, qu'il y a eu déjà des dérives un peu dans l'entraînement, soit on se dit ce jeune là il faut vraiment l'éduquer, on peut le prendre, c'est un discours qu'on peut avoir. Mais si on voit que le jeune il est fermé à passer voilà, à se faire son éducation athlétique, à faire de la discipline, des fois ça peut être quelque chose qui est un peu, c'est jamais quelque chose qui va l'exclure, mais qui dans notre processus de détection aussi, qui va pas peser en sa faveur, quoi. Et tu nous parlais de ta volonté de pas forcément activer le levier volume trop tôt. Est-ce que tu encourages quand même le sport croisé, le vélo, le ski, qui sont quand même plutôt pour essayer d'augmenter le volume? Est-ce que tu encourages d'autres pratiques pour construire une base plus large? Il y a toujours de la nuance, mais globalement, moi, mon approche, c'est déjà de voir, comme je te disais, un petit peu le jeune, ce qu'il aime, ce qu'il fait déjà à côté. Un jeune qui est qui habite à la montagne, soit qui est dans un club aussi de ski, ça peut arriver. Donc je vais pas le sortir forcément tout de suite de son club de ski.
ou s'il en fait avec ses parents, tout ça. L'intérêt globalement dans l'entraînement du sport croisé, surtout pour des coureurs, c'est d'augmenter ton volume d'entraînement sans augmenter la part de contraintes mécaniques traumatisantes propres à la course à pied. Ça va être ça quand même globalement le gros intérêt du sport croisé. Donc moi, c'est pas un levier que je cherche à actionner dans ce sens-là. Mais comme plus tard, on sait qu'à un moment, ils peuvent plafonner de ce côté-là, j'en mets quasiment systématiquement. Je crois que j'ai pas un jeune qui en fait. Si, j'ai une jeune qui en fait pas. Mais sinon, ils en font tous. Et c'est plus dans une optique d'éducation, en fait. Comme ça va leur servir plus tard, bah voilà, d'essayer, de croiser un petit peu, pour diversifier, pour voir de temps en temps qu'est-ce que ça fait de faire 2 entraînements par jour. Voilà. Mais c'est plus dans cette optique-là que dans une optique d'augmentation du volume. Et j'ai une dernière question sur cette partie accompagnement. Tu nous as parlé quand même de pas mal d'erreurs peut-être à éviter, en tout cas les lignes directrices que tu as. Tu as quand même pas mal d'expérience en étant passé dans les teams jeunes et maintenant en encadrant. Est-ce que tu devais pointer du doigt un ou deux risques ou erreurs pour freiner le développement des jeunes? On sait que c'est un sport où tout prend du temps, il faut cultiver la passion sur plusieurs années. Est-ce que tu pourrais pointer du doigt les erreurs majeures à éviter dans l'accompagnement des jeunes? Ouais, alors les erreurs majeures, elles vont être, comme tu dis, d'être un petit peu trop pressé et de se griller les cartouches un peu plus tôt. Donc, on dit toujours, ouais, un jeune qui s'entraîne trop, il va se blesser. Des fois, c'est même sans forcément se blesser. Tu vois, un jeune qui passe de s'entraîner 5 heures par semaine à s'entraîner 8 heures, eh ben, il va sûrement progresser. Mais comme je te disais, il peut plus revenir en arrière, quoi. Donc, le passage à 6 heures, 7 heures, 8 heures, ces 2 marches d'escalier-là qui l'auraient fait progresser sur un laps de temps un peu plus long, voilà, qui aurait permis en plus longtemps d'arriver aux 8 heures. Lui, il a un peu pris le raccourci, on peut plus venir en arrière. Donc il y a bien sûr le risque de blessure et d'intégrité physique que ça entraîne. C'est peut-être le risque même principal. Mais au-delà de ça, voilà, c'est pour lui dans sa progression et sa progression. La progression, je pense que c'est le facteur majeur de motivation. Et du coup, un jeune qui progresse plus, c'est un jeune qui est plus motivé. Et un jeune qui est plus motivé, c'est un jeune qui potentiellement peut arrêter plus vite l'activité. Et tout à l'heure, on parlait de moi, ma philosophie d'entraînement. C'est ce que je leur dis aussi quand ils rentrent dans la structure. Moi, mon but, c'est pas qu'ils deviennent tous champions du monde, c'est que si voilà, ils vont faire leur chemin dans la structure et quand on se recroise dans 10-15 ans, c'est qu'ils me disent voilà, soit on est encore en contact, soit on n'est plus en contact, mais qu'ils mettent encore leurs chaussures pour aller courir ou qu'ils font encore du sport ou qu'ils se lancent encore des défis sportifs. Voilà, un jeune que j'aurais un peu rincé, que j'aurais un peu dégoûté du sport. Là, pour moi, ça serait un échec, plus qu'un manque de résultats. Donc, t'as ça. Après, on les éduque aussi au niveau du dopage. On leur en parle, bien sûr. Des dérives au niveau de la nutrition. Alors, c'est plus vraiment nous. Je pense que toi et moi, on a été dans la période où, voilà, parce qu'il se faisait dans le cyclisme, il y avait des gros risques de la recherche de la maigreur un peu à outrance. Je pense qu'on a passé cette phase-là. On serait même peut-être plutôt dans la phase inverse en ce moment voilà, ils entendent il faut manger le plus possible parce que comme tu disais, ce qui est médiatique, c'est le long. Donc, eux, ils suivent beaucoup les athlètes qui font du long, donc qui ont des grosses dépenses énergétiques, donc qui ont ce discours-là que, voilà, pour combler les dépenses, de toute façon, il faut faire, en gros, il faudrait manger toute la journée. Sauf qu'eux, ils s'entraînent 5 heures par semaine. Donc, même s'il faut manger plus qu'un jeune qui s'entraîne moins qu'eux, ils peuvent combler ce déficit calorique assez facilement. Donc, on les éduque à ça. On les éduque aussi du côté à d'autres choses un peu plus vastes, au côté environnemental de leur pratique. On a fait une fresque du climat lors d'un stage. Voilà, où vraiment orienté sur quel poids sur le climat de vos loisirs, de votre pratique, de votre équipement encore une fois la nutrition, vos déplacements sur les courses. Donc tout ça, et ça c'est quelque chose qui peut entrer dans les dérives aussi, quand on voit qu'il y a des courses, il y a beaucoup de courses, on peut faire des courses aux quatre coins du monde pour les jeunes et les pas jeunes, c'est aussi une forme de dérive. Donc
c'est une forme d'éducation. On substitue pas à l'éducation des parents. On marque bien la limite de ce qui appartient aux parents, de ce qui appartient à nous, même si les parents sont aussi très intégrés dans le projet. Il y a l'éducation scolaire, et puis il y a l'éducation dans le sport. Donc on prend notre place là-dedans. On a cette mission. Je suis entraîneur, mais moi avec les jeunes, je m'estime aussi un petit peu éducateur. Donc et je pense que chaque membre du staff est d'abord un éducateur pour les jeunes, quoi. Moi, je pense que les jeunes qui sont dans ces structures, ils ont vraiment une chance et ça existait, c'était pas aussi poussé à notre époque, mais je pense que vous apportez vraiment un accompagnement 360 et je vois que c'est trop cool de faire aussi de la pédagogie sur des enjeux qui dépassent un peu purement le résultat sportif comme les enjeux environnementaux. Donc, ouais, ça me fait plaisir d'entendre ça. Pour faire la transition avec la partie suivante dans ce projet, il y a aussi un visage connu du sport français, Émilien Jacquelin. Est-ce que tu peux nous présenter son rôle et pourquoi vous l'avez intégré au projet? Qu'est-ce qu'un athlète d'un autre univers il peut apporter à ces jeunes? Ouais. Alors Émilien, il est parrain du projet depuis, je vais dire une bêtise, je suis très mauvais dans les dates, mais depuis 2 ans, je crois. Donc il a rejoint le projet, c'est le parrain des jeunes. L'intérêt d'avoir Émilien avec nous, c'est que déjà il est très présent. Donc physiquement, il vient nous rendre visite, mais aussi les jeunes ont son numéro, le contact. Donc il y en a qui n'hésitent pas à le contacter très souvent, d'autres un peu moins, qui ont un petit peu plus peur. Et lui, il répond toujours présent. Il est avant les courses, il regarde lui-même les résultats, il regarde les courses même quand il peut. Il envoie toujours des messages. Donc il y a vraiment une présence. Et au-delà de ça, Émilien, je pense que l'intérêt aussi d'un point de vue sportif, c'est qu'il pratique un sport, le biathlon, qui, je pense, d'un point de vue physiologique, au final, le biathlon senior, les qualités qui sont requises sont assez proches de celles qui sont requises sur les courses jeunes, en fait. Donc même lui encore, je pense que par sa pratique, il vit dans son corps ce que vivent les jeunes d'un point de vue préparation et puis d'un point de vue course, d'un point de l'effort, de l'intensité. Il y a beaucoup de ressemblances. Donc il y a ça. Il y a Emilien, c'est quelqu'un qui a fait du vélo et alors je sais plus si c'est en même temps ou après, il a fait du vélo et du ski à haut niveau. Donc il a aussi cette curiosité. Il a fait d'autres choses. Donc il a aussi cette ouverture, il s'intéresse beaucoup au trail, il nous pose aussi des questions de comment ça fonctionne. Il amène une ouverture pour nous aussi. C'est quelqu'un aussi qui a été très bon très jeune. Donc il rentre un peu dans la vision qu'on aimerait aussi amener lui, il a suivi un parcours et le ski fait beaucoup ça parce qu'il y a de la sélection, était obligé d'être bon jeune pour pouvoir passer les échelons jusqu'au haut niveau. Donc depuis tout petit, tu es obligé d'être dans cette démarche de t'intéresser au haut niveau et d'avoir un projet vraiment, je veux faire du haut niveau. Donc il a vécu ça, dans un autre sport, donc il apporte aussi des choses qui font grandir et les jeunes et notre projet par rapport à ça. Et puis voilà, je vais pas refaire son palmarès, mais c'est vrai que en plus de tout ça, quand t'as le palmarès d'un Émilien, des médailles au JO, des victoires en Coupe du Monde et en Championnat du Monde, t'as une certaine crédibilité. Donc c'est vrai que des fois il va redire des choses qu'on dit nous ou d'une façon un petit peu différente, mais le message passe différemment du fait de sa crédibilité. Il y a pas de souci là-dessus, c'est même très bien, quoi. Parfait, je crois que la transition est bien faite. Merci beaucoup Simon pour ton temps, pour cet éclairage sur la manière dont vous accompagnez ces jeunes dans leurs premières années de haut niveau. C'est toujours passionnant de voir à quel point le travail d'un entraîneur, au final, c'est pas juste prescrire des séances, mais c'est vraiment tout un travail d'équilibre, d'écoute et de transmission. On va pouvoir passer de l'autre côté de l'accompagnement, avoir le point de vue d'Émilien, découvrir son rôle de parrain au sein du Brooks Trail Project. Et puis on va profiter pour aussi comprendre comment s'intègre le trail dans sa vie de biathlète de haut niveau. Merci Simon, à bientôt. Je te remercie, salut. Émilien, merci d'être là. On va rentrer tranquillement sur le sujet du trail en parlant d'abord de ta pratique personnelle et dans un premier temps. Et puis globalement, le public te connaît quand même plus pour ton palmarès en biathlon. Mais dans le podcast, on t'a déjà remarqué sur les sentiers et parfois même avec un dossard. Quelle place a le trail dans ton entraînement ? Écoute, c'est quelque chose qui depuis des années fait partie intégrante de mon entraînement. Depuis que je suis tout petit, je parcours les sentiers avant d'être plus si je prends du plaisir sur route aujourd'hui, mais on va dire que ça représente une vingtaine d'heures par mois de course à pied. Ça peut être beaucoup d'intensité sur la période du mois de juin-juillet avec un cycle de VMA, puis derrière ça va plus être des sorties longues en trail ou alors des sorties de récupération, mais c'est quelque chose qu'on essaye
de maintenir tout au long de la préparation, aussi dans le but où durant l'hiver, parfois il y a un manque de neige et il faut toujours continuer à courir en fait pour pas trop traumatiser le corps quand on va avoir besoin sur des récupérations encore une fois ou sur des avant-courses de courir. Ah ouais, tu cours quand même un petit peu toute l'année du coup. C'est ça, j'essaie de maintenir environ l'hiver, 3 heures par semaine, pardon. Et tu nous disais sur les qualités que tu développes avec la course à pied, plutôt juin-juillet, des trucs un peu explosifs, et après tu nous as parlé de sortie longue, c'est plutôt avant ou proche, juste avant le début de la saison à l'automne? Bon, c'est plutôt loin les sorties longues. On fait pas mal de 800 mètres, par exemple du 8 x 800 sur le mois de juin et juillet, avant d'attaquer le travail de seuil. Et là, ça sera plus sur les skis à roulettes. Donc l'objectif, c'est de trouver du rythme avant vraiment de travailler le foncier et notre fameux seuil, le I3. Et en tout cas, je prends beaucoup de plaisir. Je me suis surpris en tout cas à prendre énormément de plaisir sur les pistes d'athlétisme aussi, à vraiment essayer d'être régulier à chaque tour. J'ai pas l'impression que ce soit le cas de mes collègues, mais franchement, moi, j'aime beaucoup cet effort-là. J'avais pu dans le passé faire des 10 kilomètres aussi sur route, et c'est quelque chose, en tout cas dans mon après-carrière, je suis certain que je continuerai à en faire. Et en dehors des qualités physiques pures, est-ce que mentalement ou dans la gestion de l'effort, de faire un peu du trail, un petit peu du long, ça t'apporte aussi pour le biathlon? Carrément. Je me rappelle d'une compète sur Autran, c'était un 14 kilomètres où j'avais adoré finalement gérer l'effort. La grosse différence, premièrement, avec le ski de fond, c'est que quand on court, il n'y a pas de chousse, il n'y a pas de vraie période de récupération. Donc ça fait partie intégrante de la gestion de course, et je trouve que ça m'avait vraiment aidé à passer un cap l'hiver en gérant mieux mes efforts. Et deuxièmement, je trouve que physiquement, ça permet des fois dans des moments plus compliqués, même si même physiquement ça va bien, il y a toujours des moments où le cerveau joue un petit peu via nos pensées, et chaque fois j'essayais de me reconcentrer sur ma respiration, et je trouve que c'est encore plus facile quand on court que lorsqu'on skie et qu'on a à penser au tir. Mais je trouve que justement, oui, je m'en sers aussi de cette manière-là dans ma prépa. Et du coup, c'est que ça reste quand même un outil vraiment quantifié, mesuré, qui s'intègre dans ton planning. C'est pas juste un vrai espace de plaisir. Tu prends quand même du plaisir à faire ça, mais c'est quand même un outil d'entraînement sérieux et vraiment suivi, quoi. Ça reste un outil d'entraînement qu'on va utiliser pour se développer, comme je le disais, surtout au mois de juin-juillet. Et derrière, lorsqu'on va faire des sorties longues, c'est le meilleur moyen de profiter. Je pense qu'on est comme vous, on est amoureux de la nature, et aller courir, on adore ça, on aime ces moments-là, et aller courir 2-3 heures. Là, ça sera rarement plus long que ça, même si on a fait 4 heures dans les Dolomites dernièrement, mais ça c'est le plus long qu'on fait dans une préparation. Mais ça permet finalement aussi de sortir de nos pas de tir, ça permet de voir autre chose, et on prend du plaisir. Et c'est pas un sport un petit peu pathologique, surtout que les biathlètes, vous avez pas forcément les physiques qu'on voit trop sur les chemins de trail habituellement. De mettre les baskets, est-ce qu'il y a un risque? Est-ce qu'il y a beaucoup de blessures? Comment vous faites pour gérer ça? Il y a toujours un petit risque, c'est certain. Après, je pense que l'ensemble des biathlètes, on a grandi en montagne, donc on a un rapport au trail qui est déjà développé depuis tout jeune. On sait courir en montagne. Il y en a qui prennent plus de plaisir que d'autres. Au niveau des blessures, l'an dernier, on n'a pas eu de chance. Éric Perrault ou moi-même, on s'était tordu la cheville sur le mois d'août, mais je pense que c'est plus lié à de la fatigue globale qu'au fait de courir réellement. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Après, on essaie de faire attention, mais on a très peu de problèmes d'articulation, par exemple, ou je pense le fait de finalement d'être entre 15 heures et 20 heures par mois, c'est pas non plus des volumes qui sont exorbitants, même si ça reste pour beaucoup de personnes déjà beaucoup. Mais pour nous, vu qu'on est sur des volumes horaires moyens de 80-90 heures par mois,
finalement le corps est très peu sujet aux blessures, en tout cas de ce côté-là, je trouve. Ok, Emilia, je te propose de passer un petit peu sur ton rôle de parrain du Brooks Trail Project. Ça fait 2 ans que t'es ambassadeur de Brooks, et dans tes missions, il y a aussi ce projet avec les jeunes. Concrètement, comment tu interviens auprès d'eux? Quelle est ta fréquence de contact, ton rôle un petit peu dans cette structure? Premièrement, j'essaye de suivre leur saison. C'est vrai que je découvre le monde de la compétition, notamment chez les jeunes, et je me rends compte que c'est très prenant. Que tous les jeunes ont réellement l'ambition de progresser et de donner le meilleur d'eux-mêmes et aller au maximum de leur capacité, premièrement. Euh, Mon rôle, c'est aussi de leur montrer, en tout cas d'essayer de partager cette vision, qu'être athlète de haut niveau, c'est avant tout un athlète qui est équilibré, qui est lui-même, et c'est comme ça qu'on arrive à réussir. Et il n'y a pas de recette miracle. Et on est tous différents. Donc, ce qui marche pour l'un va peut-être pas marcher pour l'autre. On a tous des appétences et des envies qui sont un petit peu différentes, même si on a la même passion. Et il faut savoir s'écouter, et il faut savoir aussi, voilà, suivre un petit peu ses envies, même si l'encadrement il est là pour nous aider à donner le meilleur de nous-mêmes. Il faut rester en accord avec ses valeurs, et j'essaie de leur apporter ce message-là sans forcément non plus tomber dans le comment dire, le trop haut niveau. Mon objectif, c'est pas de les brider ou leur dire que la suite va être très dure, ou que comme vous disiez tout à l'heure, voilà, tout le monde va pas être champion du monde, ça c'est une réalité du haut niveau, mais la plus belle des choses, c'est être capable de donner son 100% et d'avoir aucun regret, en fait. C'est ce que j'essaie de donner comme idée et comme valeur. Et t'es encore en pleine carrière. Est-ce que t'as pu trouver le temps quand même d'aller sur des stages, d'aller sur des compétitions, échanger avec les jeunes? Et je me demandais, quand ils voient un athlète aussi médiatique que toi, multiple médaillé, que ce soit au championnat du monde et même olympique, est-ce qu'ils arrivent quand même à échanger, à s'ouvrir à toi? Est-ce que ils sont aussi dans un échange mutuel, ou ils sont plus là pour recevoir? Comment ça se passe quand tu peux aller les rencontrer? J'ai pu venir ces 2 dernières années sur le marathon du Mont Blanc, donc c'était le meilleur moyen pour moi de passer du temps avec eux. Il y a un an de cela, j'avais couru le cross du Mont Blanc, puis derrière j'avais passé du temps avec les jeunes. Et cette année, je trouvais que c'était plus pertinent de passer le week-end avec eux et non pas courir. J'avais envie aussi de voir comment ça se passait un petit peu plus à l'intérieur de leur groupe, voir comment ils pouvaient ressentir le stress, ou au contraire s'adapter à ça. C'était super intéressant, c'était enrichissant aussi pour moi, parce que j'aime beaucoup revenir un petit peu à l'essence du sport, c'est-à-dire passer du moment entre amis et donner le meilleur de soi-même, sans avoir justement de pression médiatique ou d'obligation de résultat. Et c'est vrai que la première fois, lorsque je les avais rencontrés, les questions n'étaient pas je veux dire, il n'y avait pas énormément de questions posées, peut-être par une timidité, mais je trouvais que l'échange c'était détendu, et du coup c'était beaucoup plus enrichissant pour eux comme pour moi la dernière fois que je l'ai vu. Et j'adorerais venir sur un stage justement, mais là le calendrier de stage et de compétition le permet pas pour le moment. Et ouais, tu m'étonnes. Et est-ce que quand même t'as l'impression aussi que ce rôle, ça te permet un petit peu d'apprendre, toi, dans ta propre approche sportive, de découvrir un petit peu le haut niveau aussi dans un autre sport? Oui, carrément. Je me rends compte que c'est un milieu où déjà le haut niveau est poussé dès le plus jeune âge. Alors peut-être et puis je me rends compte que c'est le cas un petit peu dans tous les sports d'endurance. On le voit dans le vélo notamment, où maintenant à 19 ans, 20 ans, 23 ans maximum, tu peux presque arriver à maturité. C'était pas forcément le cas pour ma génération. Je vois que ça fait beaucoup plus le travail sur la nutrition, sur les gestions de courses, sur les avant-courses. Ils sont énormément et bien accompagnés. C'est quelque chose, j'aurais adoré avoir ce suivi-là plus jeune, et du coup j'apprends aussi, et mon rôle aussi, c'est peut-être de leur rappeler que malgré tout ce qu'ils mettent en place, il faut pas s'oublier personnellement. Il faut continuer à prendre du plaisir, mais je trouve que j'apprends beaucoup aussi dans ce milieu-là, où pour moi ça me rappelle quand même beaucoup le biathlon, où je pense qu'on est des sports où on reste terre à terre avec des valeurs, où on essaye avant tout de donner notre maximum, et c'est pas des milieux qui sont
gangrénés, on va dire, par trop d'argent ou de luxe. Et justement, pour l'instant, on reste les pieds sur terre et on est là pour l'amour de notre sport. C'est intéressant ce regard croisé, toi qui connais maintenant les deux sports et qui viens d'un sport hyper structuré comme le biathlon. Est-ce que tu vois des différences dans la formation des jeunes trailers comparés aux jeunes biathlètes des générations actuelles? Alors, je pense qu'on est sur deux évolutions différentes. Le biathlon français fait ses preuves maintenant depuis pas mal d'années. Et je trouve que ce soit les comités ou l'équipe de France junior et B, euh, a trouvé, hein, on va dire, la manière avec laquelle ils peuvent faire développer, évoluer les jeunes athlètes. C'est pas un système qui évolue énormément. On est sur les mêmes bases que lorsque j'étais junior il y a quasi 15 ans. Alors que je trouve que le trail, finalement, ça évolue énormément. Ça a pris en compte les nouvelles data, les nouveaux types d'entraînement. Donc, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus actuel, où je pense que les limites n'ont pas été franchies. On est toujours à découvrir de nouvelles manières de le faire, de s'entraîner. Quand nous, on est quand même dans un système qui reste sur des bases solides, qui pourraient passer comme obsolètes, mais qui finalement marchent encore. C'est un peu les différences que je vois. Après, je pense que ce que tu vois, ce qui se passe dans le Brooks Trail Project, c'est pas du tout représentatif du milieu du trail en général. C'est vraiment un des projets en France qui pousse le plus l'accompagnement, qui met le plus de structuration autour des jeunes. Mais en tout cas, ouais, c'est cool que toi, t'aies cette vision du trail parce que c'est quand même un sport qui est en pleine évolution et il y a beaucoup de jeunes qui sont pas autant encadrés. Mais en tout cas, le sport évolue beaucoup. On voit plein de jeunes qui arrivent et qui veulent faire du trail alors qu'avant, c'était que des gens qui venaient d'un autre sport. Et moi, je me demandais, est-ce que en termes de mentalité chez les jeunes, est-ce que tu vois une différence entre ce que tu peux voir dans le trail, le Brooks Trail Project, et les jeunes biathlètes? Est-ce que ils ont des visions de carrière différentes, des visions du sport professionnel différentes? Est-ce que tu arrives à avoir des nuances entre les deux sports? Alors, sur l'aspect purement professionnel du sport, je ne vois pas forcément différencier les jeunes. Je trouve que des deux côtés, les jeunes ont les pieds sur terre. Ils savent que le double cursus, il est important, que les études, ça reste important, qu'une carrière, ça peut vite s'arrêter, que ce soit pour cause de blessure ou tout simplement parce que le niveau demandé par la suite est trop exigeant, ou des fois on se rend compte que c'est pas forcément fait pour nous, le haut niveau. Je trouve que les jeunes, peu importe le sport, ils sont capables de se rendre compte de ces choses-là, pardon. Et je pense que le biathlon est un petit peu différent parce que le tir, en fait, ramène finalement à une constante remise en question tous les jours. Lorsque finalement, dans le trail, ou on va imaginer dans le vélo, la course à pied, le travail de fond, et si à un moment donné on est performant, normalement, il y a pas énormément de raisons, sauf mes formes, que le niveau vraiment soit, en tout cas le résultat soit à des années-lumière de ce qu'on peut attendre par rapport à la préparation qu'on a effectuée. Alors qu'en fait, chez nous, le tir, on a beau être le meilleur sur les skis, si on tire à 5 sur 10, eh ben on va pas prendre la poursuite tout simplement. Donc c'est peut-être la différence, où je trouve que les jeunes sont capables beaucoup plus que chez les jeunes chez nous, d'avoir confiance en eux, d'avoir confiance en un projet, d'y croire. Quand nous, finalement, il y a beaucoup plus de remise en question presque permanente, à cause finalement d'une chose aussi qui est où on peut pas tout gérer, c'est le tir. Il peut y avoir le vent, il peut y avoir le froid, il peut y avoir énormément de choses qui entrent en compte, mais qui finalement ont vraiment un impact négatif sur le mental. C'est sûr que cette dimension supplémentaire à gérer, ça fait vraiment du biathlon un sport hyper différent des autres. Et je me demandais aussi, quand t'avais 15 à 21 ans, comme l'âge qu'ont les jeunes maintenant dans le Brooks Trail Project, t'étais déjà dans une démarche de niveau. S'il y avait un des trucs que les jeunes ont accès maintenant, ça serait quoi que tu aurais aimé avoir et qu'on te transmette à ce moment-là? Si tu arrives à avoir des choses qui t'ont manqué à ce moment-là et qui sont disponibles aujourd'hui. Alors, entre 15 et 21 ans, je trouve que c'est des âges où il faut continuer à avant tout mettre le plaisir en avant. Il faut continuer à faire du sport parce qu'on aime ça, parce qu'on aime partager des moments avec des personnes ou avec qui on prend du plaisir. Moi, la dynamique de vraiment
être pro et mettre toute mon énergie dans le haut niveau, c'est arrivé, oui, c'est ça, à mes 21, 22 ans, lors des Jeux Olympiques de Pyeongchang, où j'avais vraiment envie d'accrocher le wagon. Et j'ai réussi à le faire, mais avant ça, tu vois, j'ai toujours été dans ce double cursus à m'amuser en fait. Bien sûr, je voulais être performant, mais j'oubliais jamais de prendre du plaisir dans ce que je faisais. Et s'il y avait une chose que j'aurais aimé avoir plus jeune et auquel j'ai accès aujourd'hui, je dirais que c'est presque toutes les datas concernant, tu vois, tes allures d'entraînement, sur le fait que comprendre que le fait de s'entraîner doucement, plus doucement en tout cas qu'un collègue, c'est pas une fin en soi, et ça veut pas dire que t'es mauvais. Être plus calme en fait, plus sage, et me rendre compte que dans une prépa il y a des hauts, des bas, et c'est pas très grave, il faut continuer à faire son chemin. Et du coup, tu nous l'as un petit peu dit, si tu devais résumer vraiment en une phrase ou en quelques mots le message que tu donnes aux jeunes du team, ou que tu pourrais donner à toute une génération de sportifs qui nous écoutent, du coup, ça serait vraiment le plaisir en priorité dans la démarche pour durer. Le plaisir, être fidèle à soi-même et se dépasser. Je pense que c'est 3 ingrédients qui permettent de faire une carrière pleine, peu importe les résultats et jusqu'où on va, parce qu'on est tous différents, et des fois il faut aussi avoir de la chance, mais ça permet en tout cas de donner son maximum et de pas avoir de regrets. Je pense que c'est le plus important. Magnifique. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Eh ben, merci bien. Ouais, merci à toi. Merci Simon, merci Emilien pour ce bel échange. On sent à quel point le Brooks Trail Project dépasse la simple logique de performance. C'est une vraie aventure humaine et un espace d'apprentissage et de partage pour les jeunes. Merci aussi à Brooks d'avoir rendu cet épisode possible, et puis bravo à tous les jeunes du projet qui construisent déjà le trail de demain. Ça fait plaisir de voir des jeunes qui sont dans la bonne dynamique. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao!